Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Frégal pour un nouveau numéro spécial championnat du monde. Très très content de vous retrouver pour vous parler de ce grand événement qu'on avait commencé à teaser en faisant la preview la semaine dernière avec Poppy. Voilà, des chronos hommes et des chronos femmes. Et bien cette fois-ci on va aller sur les courses en ligne puisque ça va démarrer dès ce jeudi avec les juniors, les espoirs et puis les élites à chaque fois chez les hommes et chez les femmes. La semaine des championnats du monde, c'est toujours un programme particulier, il y a du vélo tous les jours et on va se régaler sur ces courses en ligne. Pour en parler avec moi, écoutez, c'est une grande partie des podcasteurs qui également écrivent sur des beaux articles sur Instagram et sur Facebook. C'est Simon et Matt qui sont avec moi. Déjà, Matt, comment ça va ? Salut Titien, salut Simon, ça va très très bien. On a eu un petit désamour du vélo avec la Volta, mais là on est à nouveau hype avec ce qui se passe au championnat du monde et on a hâte de voir toutes ces courses tout au long de la semaine. Je comprends pas, tu t'es ennuyé sur la Vuelta, c'est ça que tu veux dire ? Ah ouais, plus qu'ennuyé, les siestes ont été nombreuses. Ouais, c'est clair que je suis pas sûr qu'on retienne cette Vuelta, ou alors ce sera pour des causes extra-sportives avec nous. Simon, comment ça va Simon ? Est-ce que toi aussi tu sors de cette Vuelta avec encore de la fraîcheur ? Salut Titien, salut Matt, salut tout le monde. Moi, la Volta, bon, je l'ai quand même suivi, mais c'est vrai que j'ai un peu décroché au fur et à mesure. Mais voilà, avec la dernière semaine, on a eu des championnats du monde d'athlétisme. Cette année, enfin cette semaine, les championnats du monde de cyclisme. Donc on est gâtés là récemment, donc ça fait plaisir de revoir du beau spectacle. Ouais, et puis Simon, t'as vécu il y a quelques jours ton premier écrase les pédales, là, qui est sorti sur le top 10 des grands tours du 21e siècle. Petite expérience que t'as bien aimée ? Ouais, c'était sympa. Alors j'ai vu dans les commentaires que les gens étaient quand même bien hypés par vos Tours de France des années 2000, alors que moi j'en ai mis aucun, mais bon, c'est pas. Enfin, si j'en ai mis un, mais bon, c'est pas grave, je comprends le choix de chacun. Ah, c'était une époque de tour de magie, hein. Franchement, les années 2000, quand même. À défaut d'être très, très clean, on va dire, au moins, il y avait du grand spectacle. Bon, les amis, je vous propose qu'on se replonge rapidement sur le sujet qui nous attend aujourd'hui, c'est ces courses en ligne des mondiaux au Rwanda. Avant qu'on rentre dans le détail, on parlera des contre-la-montre, mais peut-être dans l'analyse de ce qui s'est passé sur les chronos, dans l'analyse qu'on va faire des courses en ligne. Avant de parler du sportif, moi, on en avait un petit peu discuté avec Poppy dans l'émission précédente. On avait parlé de notre ressenti par rapport à ces premiers mondiaux dans un pays d'Afrique, au Rwanda. Je voulais un petit peu savoir ce que vous en pensiez. Matt, pour commencer, toi, t'es plutôt hypé par ces mondiaux au Rwanda ou c'est un petit peu trop polémique pour toi ? Comment tu vois la chose ? Euh, on va dire que actuellement la hype prend pas sur la polémique parce que ça me fait plaisir de voir des championnats du monde qui sont organisés en Afrique, qui indéniablement est un continent de cyclisme. Malgré tout, pour l'image du sport, j'aurais aimé que ce soit organisé dans un autre pays qui n'est pas englué dans une guerre actuellement avec la République démocratique du Congo. Ça, j'aurais aimé. Pour moi, il y avait d'autres pays dans lesquels on aurait pu organiser cette épreuve, mais on va dire pour l'image que ça donne d'organiser des championnats du monde en Afrique, on va passer au-dessus de mon côté. Ouais, Simon, le Rwanda, terre de vélo, mine de rien, hein, depuis avec une belle épreuve, le Tour de Rwanda depuis plusieurs années, mine de rien, il y a une certaine logique à être venu dans ce pays, et notamment pour faire la promotion du vélo en Afrique, là où c'est pas forcément encore aussi bien développé qu'en Europe, même si on voit des premiers coureurs là depuis une dizaine d'années qui sont en train de percer au plus haut niveau. Ouais, bah c'est sûr que sur le plan médiatique, même sportif, je pense que on peut pas nier que c'est une bonne opération. Enfin, c'est une super vitrine pour le vélo en Afrique, pour même les cours africains, pour toutes les vocations que ça peut susciter aussi. Bah, chez les enfants là, qui vont voir une course de vélo passer devant chez eux au Rwanda, ça peut leur faire quelque chose, leur donner des idées. Puis voilà, mine de rien, bah, le public est au rendez-vous, les paysages sont différents que ceux qu'on a l'habitude de voir quand il y a des championnats du monde en Europe ou même en Amérique. Donc voilà, c'est un parcours difficile, peut-être le plus difficile de l'histoire. Donc ils ont voulu marquer le coup. Donc avec tous ces éléments, voilà, de mon côté aussi, le sportif est prédominant par rapport au contexte géopolitique, au moins pour une semaine.
Ouais, bah t'as parfaitement fait la transition avec la partie suivante. Je voulais qu'on parle du parcours. On va commencer par le parcours de la course homme qui aura lieu ce dimanche. Et bah voilà, Simon, à défaut de. Voilà, il peut y avoir des polémiques sur le Rwanda, etc. En tout cas, on n'a pas fait les choses à moitié. On a en termes de dénivelé, avec plus de 5000 mètres de D+, tout simplement les championnats du monde les plus durs de l'histoire. Si tu veux nous présenter le parcours. Ouais, 5475 mètres de dénivelé positif précisément, sur 267,5 km. Donc c'est un parcours réparti en trois parties. D'abord, la première partie, c'est un circuit de 15 km qui est parcouru 9 fois, et donc il comporte deux ascensions. Il y a la côte de Kigali, Kigali Golf, donc 800 mètres à 8,1%, et celle de Kimi-Urura, 1,3 km à 6,3%. Donc à chaque fois, à chaque passage, c'est deux côtes. Ensuite, il y a une deuxième partie où c'est 42 km qui sortent un peu de ce circuit, avec trois côtes. La côte de péage, 1,8 km à 5,9%. Le mont Kigali, le fameux mont Kigali, 5,9 km à 6,9%. Donc là, on se rapproche presque d'une petite montagne. Et le mur de Kigali, 400 mètres à 11% avec une section pavée. Et ensuite, la troisième partie, en fait, on retourne sur le circuit initial et on refait 6 tours avec donc les deux ascensions donc de la côte de Kigali Golf et de Kimi Urura. Et donc, bah, ça se terminera en côte, ces championnats du monde. Et puis à noter aussi que les coureurs ne descendront pas en dessous de 1400 mètres d'altitude à peu près. Hein. Ce sera entre 1400 et 1500 mètres. Donc voilà, ça peut avoir son importance, en plus aussi de l'humidité qu'il y a en Afrique dans ce pays. Ouais, tout à fait, Matt, quand on voit ce parcours. Alors, quand on prend un seul tour de circuit, juste en tant que tel, on dit c'est dur, mais c'est pas forcément monstrueux. Mais au final, quand on prend la totalité du parcours, ce dénivelé global et la répétition des efforts qui va s'enchaîner sur les 260 km, moi j'ai très mal pour les coureurs, ça m'a l'air vraiment ultra difficile. Ouais, bah comme tu l'as dit, le parcours est monstrueusement difficile. Ce qui est assez marrant en fait, c'est qu'on dirait un espèce de Tour des Flandres, mais qui est fait en altitude et sur 270 km, ça va être une horreur pour le physique des coureurs parce qu'ils vont tout le temps, tout le temps, tout le temps devoir jouer du braquet. On l'a vu en plus, cette côte pavée, elle est absolument terrible. Hein. Le pied est terrible et devoir la répéter près d'une vingtaine de fois, je pense qu'à la fin, ils vont pas toxiner ni faire exploser le lactique, ils vont juste avoir les cuisses à 160 degrés parce que ça va être terrible. De devoir tout le temps jouer du braquet comme ça, j'imagine pas dans la tête des coureurs à la fin. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de DNF à mon avis. Ah ouais, c'est clair, c'est... Moi, ce que je trouve impressionnant, je sais pas Simon, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que, en fait, j'ai souvent vu des championnats du monde où effectivement c'était difficile, mais il y avait les 100 premiers kilomètres. Je pense à Glasgow par exemple, où le circuit était quand même hyper exigeant, où ils sont arrivés les uns après les autres, mais on avait 100 premiers kilomètres, voilà, où la course se met en route, etc. Là, on entame le circuit dès le début. Il y a aucun répit en fait dans ces championnats du monde. Et bim, quand tu quittes enfin ce circuit, bah non, c'est pour aller te choper le mont Kigali et puis le mur de Kigali. Donc finalement, ouais, c'est ultra exigeant. Enfin, c'est vraiment impressionnant comme circuit. Et ouais, comme a dit Matt, ils vont pas être nombreux à l'arrivée parce que franchement, déjà rien qu'aller au bout d'un championnat du monde comme ça, c'est assez hardcore. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude souvent de voir des mecs en échappée, de petites nations qui partent, tout ça, mais enfin, moi je suis un mec d'une petite nation, je tente pas le diable, quoi. Enfin, je me dis, je suis là, mais je participe, j'ai vraiment aucune chance. Alors déjà, les chances sont quasiment infimes d'habitude, mais là, ça va se finir. Bah, tout le monde va arriver un par un. Je vois pas comment on peut arriver en groupe là-dessus. Puis en effet, au niveau des abandons, je pense on peut battre un record. Parce que déjà d'ordinaire, le parcours est assez difficile et il y a beaucoup d'abandons. Là, le parcours est extrêmement difficile. Je pense que ça va être l'enfer pour beaucoup de coureurs, surtout bah, dans des conditions particulières, vu que courir en Afrique, la plupart des coureurs le font quasiment jamais. Donc plus l'altitude, ça fait beaucoup d'éléments qui vont rendre la course très difficile et peut-être l'une des courses les plus dures de ces dernières années, je pense. Parce qu'au niveau du Tour des Flandres, oui, c'est difficile, mais c'est vraiment un gros, gros Tour des Flandres. Hein. Là, on est à un niveau supérieur. Donc, ouais, pour moi, le parcours, il est vraiment horrible. Limite, peut-être trop dur. Je sais pas si certains le jugeront comme tel, mais vraiment, quand ils disent que c'est la course, peut-être je sais pas, du monde les plus durs de l'histoire, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Ouais, bah
Ça se vérifie d'autant plus que Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, par exemple, qui sont des purs classic men qu'on aurait pu attendre sur un championnat du monde, on se dit mais ils sont forcément là. Ben non, ils sont pas là parce qu'ils ont jugé ça trop difficile. Donc s'il y a quand même ces deux coureurs, Matt, qui sont pas au départ, c'est vraiment qu'on est sur un Tour des Flandres, mais que y a pas de vrai col à part le Mont Kigali, mais la répétition de ces petites côtes là, on sort de l'effort du pur puncher, du pur flandrien, même du pur classic man, et on va vraiment se tourner pour les favoris. Enfin, il faut forcément être un excellent grimpeur vu le dénivelé accumulé. Est-ce que pour toi, vraiment des punchers ont leur chance sur ce parcours, ou si tu sais pas, si t'es pas parmi les 10-15 meilleurs grimpeurs du monde, t'as aucune chance? Pour moi, avec l'enchaînement des efforts comme ça, il faut être obligatoirement un grimpeur. Moi, je dirais même plus, au-delà d'être un grimpeur, être un coureur habituellement de classement général. Parce que, on va appeler ça une étape, mais un parcours comme ça, à presque 5500 mètres de D+, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, mais sur les étapes reines des grands tours. Souvent sur une étape complètement foutoir de la Volta, ou sur les étapes à 3 cols dans les Alpes du Tour de France. Donc pour moi, il faut avoir un profil de coureur qui est habitué à parcourir ce type d'étape. Et si t'es pas coureur de classement général, pour moi, t'as aucune chance de survivre sur un parcours comme ça. Après, Simon, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, trop dur. Moi, je suis d'accord que le parcours, je pense qu'il est trop dur, mais je pense il y a deux choses à souligner. C'est que d'une, il pouvait pas sortir de Kigali pour des restrictions, hein, par rapport au régime du pays et l'organisation. Et de deux, je pense que c'est histoire de marquer le coup. De se dire, voilà, c'est le premier championnat du monde en Afrique, on va marquer le coup, on va faire les championnats du monde les plus durs de l'histoire. Je pense que c'est ça aussi qui explique ce monstrueux parcours, quoi. Ouais. Bon, bah messieurs, maintenant qu'on a fait un peu le brief du parcours, forcément on parle de championnat du monde le plus dur de l'histoire, et on a peut-être si ou si ce n'est un des plus grands, un des meilleurs coureurs, en tout cas du siècle, c'est sûr, et de l'histoire. Peut-être au départ de ce championnat du monde, je parle évidemment de Tadej Pogacar. Alors, en préparant cette émission samedi, dimanche, avant qu'il y ait les contre-la-montre, moi la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de faire vraiment une course? Est-ce qu'il vaut mieux pas donner le maillot de champion du monde à Tadej Pogacar directement maintenant? Il y a eu une course dimanche, il y a eu un contre-la-montre où on attendait Tadej Pogacar pour battre tout simplement Remco Evenepoel sur la discipline, sur un chrono qui était certes pas monstrueux, mais qui avait quand même 700 mètres, 700 à 800 mètres de dénivelé en 40 km. Tadej Pogacar, pour moi, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, il a pris une des trois plus grosses déculottées de sa carrière avec la Loze et avec le Granon. Même s'il finit quatrième, il perd quand même 2 minutes 45 sur un Remco Evenepoel, ce qui est énorme. Donc ma question c'est, Tadej Pogacar toujours imbattable, toujours ultra favori, ou dans les favoris mais plus tellement avec ce costume de grand favori? Comment vous voyez ça? Comment vous le jugez, Tadej Pogacar? Et est-ce que la course de dimanche va avoir un impact sur celle de dimanche prochain? Peut-être Simon pour commencer. Oui, oui, je pense qu'il partira peut-être un peu moins confiant qu'avant de disputer le contre-la-montre. Après, je reste persuadé que lui-même est persuadé qu'il est le meilleur coureur du monde, que sur ce type de parcours, très honnêtement, on va en parler après, mais je trouve qu'il est quand même difficilement battable. Alors, je l'ai dit, on ne l'a pas vu vraiment finalement très à son aise depuis son retour du Tour de France. Mais voilà, je suis pas inquiet outre mesure. En plus, on le sait, souvent, dès qu'il se prend une déculottée, comme tu dis, souvent, il réagit comme un champion, c'est-à-dire, il montre directement la course d'après à tout le monde que c'est lui le boss, c'est lui le meilleur. Et sur une course en ligne, telle que les championnats du monde, il est carrément plus fort. Une course type classique, bah, en mode Tour des Flandres, comme a dit Matt, bah, le Tour des Flandres, il s'en sort plutôt pas mal. Donc, par rapport à un chrono où finalement, c'est un très bon rouleur, mais c'est pas un spécialiste non plus. Voilà, il est très bon quand il est à 100% en super forme sur le tour. Évidemment, il roule très bien, mais c'est pas sa grande spécialité. Et limite, voilà, je pense que il faut pas trop tenir compte de sa performance de dimanche, même si on se dira qu'au lieu de gagner, enfin, en tout cas, je vais me dire ça, au lieu de gagner avec peut-être 2 minutes d'avance, il gagnera avec 1 minute. Mais pour moi, ça reste l'ultra favori de la course. Matt?
Je suis tout à fait d'accord et il y a un argument en particulier que Simon a évoqué et où je vais le rejoindre totalement, c'est que Tadej Pogacar n'est jamais aussi fort que quand il vient de se prendre une mandale sans nom. J'ai un exemple en tête qui remonte juste avant le Tour de France. Alors c'est pas la même déculottée, mais c'est sur le critérium du Dauphiné. Quand il se fait un peu allumer sur le chrono, on se dit oh là là, pourquoi pas, est-ce qu'on a un espoir? Bon, est-ce que je dois vraiment vous rappeler ce qui s'est passé sur les étapes de montagne qui ont suivi où il a atomisé tout le monde et il a fait comprendre que c'était encore lui le patron. À chaque fois qu'il s'est pris une mandale, il s'est toujours relevé. T'as des Pogacar, je crois qu'il n'est jamais aussi fort que quand on doute de lui. Et sur un parcours comme ça, en fait, Remco Evenepoel, c'est le meilleur rouleur de la planète. Il l'a encore prouvé et c'est potentiellement déjà un des meilleurs rouleurs de l'histoire. Donc, qui se prennent un aussi gros écart dimanche, oui, ça, on peut être surpris. Je pense qu'aussi Remco, il l'a préparé le chrono. Ça se voyait même dans les trajectoires qu'il prenait. Euh, je, moi, je pense que Pogacar, il part à quoi? Allez, 2% moins favori pour la course en ligne, mais ça va être un massacre. Le parcours, il y a écrit Tadej Pogacar en police 52, quoi. Et bah écoutez, les gars, moi je suis pas forcément aussi rassuré et aussi confiant que vous. Alors, évidemment, Tadej Pogacar va rester le favori de cette course. Mais franchement, tu disais qu'effectivement, quand il avait eu des contre-performances, il s'était relevé. Là, c'est même pas une contre-performance. Pour moi, c'est une humiliation. Il a perdu. En fait, il a perdu 2 minutes 45. Il faut imaginer l'écart que c'est sur. C'est juste énorme. On l'annonçait. Et en fait, j'ai vu beaucoup de réactions comme quoi, ah, mais c'est normal, finalement, Pogacar, c'est pas un spécialiste du chrono. Quand il veut être spécialiste du chrono, Pogacar, il l'est. Donc, sur le Tour de France, hein, sur un chrono plat, même si la récupération, elle compte, le chrono, il était seulement au bout de 5 étapes. T'as des Pogacar, il finit à seulement à 10 secondes de Remco Evenepoel. Donc non, c'est une énorme contre-performance. Et contrairement au Dauphiné, là où tu sentais bien que le contre-la-montre, il finissait pas forcément à fond, il regardait souvent son matériel, tu sentais bien qu'il y avait un problème. Là, t'as des Pogacar, physiquement, il était largement inférieur. Si c'est juste sur la préparation du chrono, sur les trajectoires, sur l'aérodynamisme, t'as des Pogacar, il se fait pas déposer comme il s'est fait déposer dans le mur final. Il s'est fait, mais vraiment, il a même pas réussi à suivre Remco sur un mur qui lui allait super bien en fin de chrono. Et donc non, non, moi j'ai senti un Tadej Pogacar vraiment pas du tout au niveau physiquement. Quand tu te fais battre par Van Wilder, enfin, je veux bien que Pogacar ce soit pas le meilleur chronomane du monde, mais enfin, Ilan Van Wilder, jusqu'à preuve du contraire, si je regarde ses chronos, il a jamais battu Tadej Pogacar. Pogacar, il fait quatrième, ce qui est pas honteux comme performance, c'est une déception, mais le temps qu'il se prend est énorme. Donc ouais, moi je suis quand même pas, enfin, contrairement cette année là où il a eu là où il s'est relevé après des défaites, c'était sur la flèche après l'Amstel, mais l'Amstel c'est une défaite où il perd d'un boyau face à Schialmo, c'est pas comme si c'était pris 2 minutes. Pareil sur le Dauphiné, bon voilà, il se prend 45 secondes sur 20 bornes. Il sent qu'il y avait des problèmes avec le vélo, etc. On le sentait pas, il a pas fini le contre-la-montre du Dauphiné. Sec, là, il était mort. Enfin, il était complètement mort. Il avait plus d'énergie. Donc, moi, je comprends ce que vous dites. Il se relève tout le temps. Il devrait massacrer tout le monde. Évidemment que ça reste le favori. Moi, j'ai quand même des grosses interrogations sur son état physique. Parce que franchement, il m'a paru bien faible pour se faire rattraper par Remco Evenepoel. Aussi fort qu'il soit, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, il doit pas être inférieur ou pas de beaucoup à un Jevine sur le contre-la-montre. Je vois pas ce qui indiquerait que Tadej Pogacar ce soit un moins bon coureur que Jevine contre-la-montre. Donc ouais, mais je pense que je vais pas vous convaincre. Mais moi je sais pas s'il y en a un qui veut réagir là-dessus, mais moi je suis évidemment favori, mais très très méfiant par rapport à son état de forme. Et je pense que lui-même doit pas être hyper rassuré. Après, il perd de 45, mais parce qu'il y a beaucoup dans la tête. Sur la dernière portion, Ouais, il à, était à mort, hein, partir il de était la flamme mort. rouge. Oui, il avance plus au ralenti parce qu'il lâche dans la tête aussi complètement. Et il le dit lui-même d'ailleurs, il le faisait plus du tout à fond. Et s'il avait su que le podium s'était joué pour une seconde, bah, avec Van Wilder, il aurait vraiment accéléré quoi. Donc en fait, à partir du Mont Pavé, quand il se fait dépasser, je pense que oui, il prend un sacré une bonne casserole sur la tête et c'est pour ça qu'il perd autant. Après, oui, la performance est inquiétante et je pense que voilà, il nous a rappelé aussi qu'il était humain et qu'il pouvait avoir des jours sans. Après, Simon? aussi, là où finalement Remco a repris le plus de temps, c'est en grande partie sur du plat.
Mhm. ou du plat, ou faux plat descendant, etc., ou faux plat montant à la rigueur, ce qui n'aura pas finalement dimanche. Le seul truc qui m'inquiète peut-être un peu pour Pogacar, alors déjà, évidemment qu'il n'est pas assez fort pour partir à 100 km comme l'année dernière, surtout que le parcours est encore plus difficile et que déjà l'année dernière, 100 km, il a lui-même vu que c'était presque un peu trop ambitieux, enfin tout juste. Mais pour moi, le danger plus, c'est vu que c'est une course très difficile, il n'aura pas une grosse équipe autour de lui qui va tenir en tout cas très longtemps. Et derrière, si des mecs s'entendent et peut-être attaquent un peu de loin à plusieurs et qu'il est obligé de rouler parce que c'est lui le favori, là, ça peut le cramer. Mais si tactiquement il est bon et que les autres, au contraire, la jouent pas très bien, je pense qu'il restera au-dessus sur ce type de parcours. Est-ce qu'il y a Après, une... Vas-y, Matt. l'équipe, j'aimerais juste préciser un truc. Pour le coup, l'équipe, on disait la même chose l'année dernière, qu'il n'y avait pas une équipe très forte et que l'équipe de Belgique arrivait avec une armada. Vu ce qu'il a fait de l'équipe de Belgique l'année dernière, je pense que Pogacar, on peut lui mettre 50 mecs en face de lui, c'est pas trop son souci sur des parcours comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, l'année dernière, Tadej Pogacar, il marchait sur l'eau, hein. On n'oublie pas son Tour de France, ses 6 Ouais. victoires, la démonstration du plateau de Bay. Cette année, il est tout aussi impressionnant. On a quand même senti une sorte d'usure mentale. Mine de rien, Tadej Pogacar, 3 jours de course pour sa reprise, qui a toujours pas gagné. Bon, alors à Montréal, on suppose qu'il aurait facilement gagné si s'il n'avait pas attendu McNulty. Toujours est-il que voilà. Évidemment, moi je suis comme vous, ce sera quand même le favori de la course de par son statut, mais je trouve que ça met une petite alerte sur le. Bah voilà, en tout cas, effectivement, je serais très très surpris que d'un coup il retrouve des jambes qui lui permettent de partir dès le Mont Kigali là, à 100 km de l'arrivée et puis de finir avec 4 minutes d'avance. Ah, après, moi, la question que j'ai à vous poser, c'est je suis un adversaire de Tadej Pogacar. C'est quoi ma stratégie? Parce qu'on sait que Tadej Pogacar, plus la course va être rendue difficile, plus ça va le favoriser. Et en même temps, plus on va attendre, plus on risque de se prendre le punch de Tadej Pogacar et de ne pas pouvoir le suivre. Donc, moi, en tout cas, si j'ai un mot d'ordre, c'est euh, jamais quelqu'un pendant cette course ne doit faire un effort pour Tadej Pogacar. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Si on voit des coups partir, parce que je pense qu'on en parlera après, il y a des nations qui vont essayer d'anticiper avec des Français, sûrement des Espagnols, peut-être des Britanniques qui viennent avec une grosse équipe. Si je vois un autre coureur rouler en tête de peloton qu'un Slovène ou que Tadej Pogacar, ce serait une grosse erreur. Il faut absolument essayer de l'épuiser, d'essayer d'épuiser son équipe et essayer de le faire travailler au maximum. Est-ce que vous êtes d'accord ou quelle stratégie de course il faut mettre en place selon vous pour essayer de gagner face à ce coureur? Vas-y, Simon. Bah, oui, moi je pense il faut quand même tenter un coup de loin. Je pense que Pogacar, au bout d'un moment, s'il voit qu'à 20, 25, 30 km, il y a encore un groupe de, je sais pas, 10, 12 coureurs et qu'il est dedans, bon bah, je pense qu'il va la mettre son attaque. Donc je pense qu'il faudrait anticiper. Il faut attaquer avant que Pogacar le fasse, dans tous les cas, parce que je pense qu'ils savent tous que s'il attaque, personne ne pourra le suivre, sauf si vraiment il est finalement pas si bien que ça. Mais s'il attaque, c'est en général qu'il est bien. Donc il faut anticiper un peu, c'est un parcours difficile qui va jouer à l'endurance. Donc d'un côté, je pense aussi que le plus fort gagnera. Il y aura de la tactique, évidemment, mais si tu attaques 10 km avant Pogacar et que Pogacar réagit trop tard, ces 10 km d'avant, même si tu prends que 20 secondes, au moins tu peux peut-être t'accrocher à sa roue, mais il faut, je pense, anticiper. Tu veux jouer autre chose que le podium ou que les places d'honneur. Peut-être, je sais pas si ça se fait entre nations, il n'y a pas les oreillettes, mais s'entendre avec des coureurs, je sais pas, avant une montée, bah voilà, tu te sens bien, est-ce que tu attaques avec moi? Je sais pas si c'est des stratégies qui se font encore aujourd'hui, mais s'ils sont deux, trois costauds à attaquer, on parlera des outsiders après, ça peut embêter Pogacar, surtout si il est tout seul à rouler, ça peut le mettre en difficulté. Mais en tout cas, pour moi, oui, faut pas lui prendre de relais, ça c'est une certitude. Si tu es derrière lui, tu seras déjà bien content. Mais si tu veux vraiment aller la chercher, ta victoire, il faut anticiper. Ouais, je suis assez d'accord. Le mot d'ordre, c'est attaquer, attaquer, contrer, tout le temps attaquer, ne jamais lui laisser du répit. Après, il y a un truc où je me dis que ça peut être utopique comme scénario, ce que toi tu imaginais, Titien, de ne pas vouloir absolument de coureur qui roule en tête de peloton pour Pogacar.
c'est que les championnats du monde, chaque année, c'est le championnat du monde des trahisons et surtout des courses par équipe de marque. C'est chaque année, on le voit. Et si on prend l'exemple de l'année dernière, Sivakov, jamais de la vie, il doit rouler avec Pogacar. Pourtant, il roule avec pendant 30 bornes et il se fait sauter le caisson. Et Ah, Vauclair avait dit derrière, qu'il lui avait donné l'autorisation de rouler. voilà. Donc, bon, Oui, après. Ouais, ouais, oui, ouais. mais Non, mais voilà. après, t'as raison. Tout est On- relatif. Moi, Enfin, je je te suis dis, Sivakov, je vois pas ce que je vais rouler avec Pogacar. on n'est pas à Mais ce l'abri que je veux dire, c'est de. que voilà, on n'est Ouais. pas à l'abri de ce genre de jeu d'équipe parce que, voilà, évidemment, les meilleures équipes du monde, forcément, on voit beaucoup de coureurs. C'est des coureurs, enfin, maintenant des championnats du monde et des équipes qui sont internationales. UAE arrive avec une délégation absolument monstrueuse au championnat du monde. C'est ça qui me fait peur. Par exemple, un coureur d'une petite nation comme Del Toro du Mexique, je pense que lui, il est capable de rouler pour Pogacar, ce Mm. genre de choses-là. Ayuso Donc, aussi, non? Tu... Ouais. non, mais aussi par exemple un Jevine, heureusement qu'il y a pas McNulty parce que sinon il aurait roulé pour lui aussi. Mais voilà, c'est ça qui me fait peur un petit peu sur ces championnats du monde. C'est beaucoup de coureurs courent avant tout par équipe de marque plus que pour leur pays. En tout cas, ça dépend des pays, mais il y en a quand même qui sont coutumés du fait. Ouais, ouais. Bon, après, moi, j'ai plus envie de dire que j'ai rarement vu quand même des coureurs rouler pour d'autres. Par contre, j'ai vu des coureurs moins faire d'efforts pour protéger un équipier qui était parti devant ou un truc comme ça. Ça m'a l'air plus probable. Après, je serais très étonné quand même Oui, de voir Pogacar piégé et Jevine et Isaac Del Toro essayer de le ramener. Enfin là, ce serait quand même, je pense pas. Par contre, un Pogacar qui s'en va, un groupe de 3 derrière, il y a un Del Toro qui fait un peu de la patinette parce que ouais, bon, il y a quand même mon chef devant. Ça, c'est possible. Alors justement, maintenant qu'on a, bon, Tadej Pogacar. Petite alerte, mais reste le grand favori de cette course. Derrière, est-ce que vous voyez, moi voilà, j'aimerais qu'on parte là-dessus. Vos pronos pour le podium, quels sont les deux coureurs qui, alors à défaut peut-être d'embêter Tadej Pogacar, vous paraissent les plus à même au bout de ce parcours infâme de Kigali, aller réussir à se placer en deuxième et troisième position avec le Slovène. Peut-être, Simon, tu peux nous donner tes deux coureurs qui accompagneraient Poggi sur le podium. Et dans quel scénario? Euh, bah, je pense que qu'on aura un scénario finalement classique, même si on espère voir des attaques avant, etc. Je pense que la différence se fera de toute façon une fois que Pogacar aura attaqué. Donc, c'est-à-dire, allez, 20-30 km de l'arrivée, je pense qu'il va pas trop s'enflammer parce qu'il c'est pas le Pogacar ultime comme on a pu l'avoir. Et derrière, moi, je vois deux hommes évidents. Je pense que vous aurez les mêmes. C'est Evenepoel et Del Toro qui sont bah, déjà parmi les meilleurs grimpeurs du monde parce que Evenepoel, faut pas oublier quand même, c'est un des meilleurs grimpeurs du monde. Del Toro, il l'a montré sur le Giro et sur les classiques italiennes. Il est en grande forme, tout comme Evenepoel qui vient d'exploser Pogacar sur le chrono. Donc c'est deux mecs qui grimpent bien, qui sont en forme, qui sont endurants. Je pense que si il y en a deux qui s'en vont derrière Pogacar, ce seront ces deux-là. Il n'y aura pas de grosses surprises chez les hommes, à mon avis. Ce sera vraiment les coureurs en forme, les meilleurs coureurs du monde qui gagneront. Après, voilà, j'ai mon petit outsider, mais je ne sais pas si c'est une grosse cote ou pas. Je ne sais pas si c'est trop dur pour lui. C'est Pidcock. Je ne sais pas trop où le situer. Je me dis que c'est des voilà. cotes pas très longues. Bon, il y a une montée, un petit peu montagne, mais sinon, ça reste des cotes. Il est friand des classiques aussi. Je ne sais pas s'il est capable de faire quelque chose. Donc, dans un grand jour, peut-être qu'il peut s'accrocher pour aller faire podium. Mais pour moi, c'est Evenepoel et Del Toro qui ont la pancarte pour la médaille d'argent et de bronze. Ouais, Matt, t'étais Bah, plutôt tu de me cet fais avis. une parfaite passe décisive. Parce que moi, c'est pas Del Toro mon troisième larron, c'est justement Tom Pidcock. Justement. Alors pourquoi Del Toro? Del Toro, d'ailleurs, je vais le dire tout de suite. Moi, je pense que il va pas faire top 5. Il va forcément exploser un moment. C'est ses premiers championnats du monde d'élite. C'est une course de 267 km avec 5500 mètres de D+. Il a jamais fait d'épreuve à cette intensité-là. Ça va être une première. Alors quoi qu'on dise, il est très fort. Il fait une superbe campagne. Il fait une année absolument stratosphérique. Mais on l'a jamais vu sur des efforts pareils. Il va être un peu tout seul aussi, et ce facteur-là, ça joue énormément sur des championnats du monde. Il va pas pouvoir demander à des copains de l'aider, hein. Donc pour moi, ça va vraiment être difficile, contrairement à Tom Pidcock qui, ce genre de parcours-là, lui, il connaît les performances sur les Ardennaises.
Il en a fait, les parcours difficiles, il en a fait, les pavés, il connaît. Le D+, bah, il m'a fait clairement mentir sur la Volta, moi qui ai toujours été sceptique du premier jour au dernier jour quant à son podium. Je pense que s'il est bien remis, il va aller chercher aisément un podium. Je pense qu'il se détachera avec Remco derrière Poga et peut-être pourquoi pas aller chercher la médaille d'argent. En tout cas, pour moi, c'est ce trio-là qui se dégage assez largement et je mets pas du tout Del Toro dans mes favoris. Ok, donc bah, moi aussi, puisqu'on va être d'accord sur ce coureur-là, moi aussi je pense que Remco Evenepoel ce sera le principal contender et vu la forme qu'il a montré, j'ai l'impression qu'on n'a plus le Remco Evenepoel là du Dauphiné ou du Tour de France, mais qu'on a quand même un mec qui a pleinement préparé ses championnats du monde, donc je pense que sur sa classe, il sera sur le podium. Remco Evenepoel, le circuit il va quand même comme un gant. L'endurance il l'a, les capacités à grimper il les a, donc ouais, en plus voilà, avec une belle équipe de Belgique ça devrait le faire. Moi aussi, je suis sur Del Toro. La seule fois où il a coincé vraiment cette année sur une classique, c'est sur la classique Saint-Sébastien, qui est plutôt longue et où il y avait de la grosse concurrence. Je pense aussi que cette année, il est ultra fort, Del Toro. Et si la course avait fait que peut-être 200 km, là, je l'aurais mis podium parce que ce qu'il a fait là avec les 4 sur 5 sur les semi-classiques italiennes, c'est incroyable. Mais effectivement, à 21 ans après la saison qu'il fait, je sais pas s'il aura la caisse pour les 40 derniers kilomètres. Ouais, voilà. L'année dernière, chez les Espoirs, alors c'était pas encore le même coureur, mais il a aussi un petit peu craqué sur la fin. Donc, ouais, très très fort, mais je parierais pas dessus. Pitcock, je pense qu'également, c'est un circuit qui lui va super bien. Après, il y a la jurisprudence, il a fait le classement général de la Vuelta. Je sais pas, son état de forme, j'en sais rien, donc je pense qu'il sera là. Mais peut-être qu'avec cette fatigue accumulée de la Vuelta, c'est quand même la première fois qu'il joue un classement général. Il peut en tout cas coincer ou pas réussir à faire top 3. Donc je pense que c'est un sérieux outsider. Tout comme Chicone, que je pense sera là. Mais moi, celui que je vois vraiment peut-être comme le plus gros danger finalement pour Tadej Pogacar sur cette course. Parce que sur une journée, quand il est à son prime, il est juste trop fort, c'est Ben Illy. Ben Illy, il a fait une grosse coupure après le Tour de France. Il est revenu, il a fait deux trois critériums et puis il est revenu seulement cette semaine là, sur le Tour du Luxembourg où il est monté en puissance chaque jour. Il a fait le travail pour Richard Carapace, il fait troisième du contre-la-montre. Sur la dernière étape, ça y est, il a commencé à se lancer. Il est juste battu par un Romain Grégoire déjà meilleur puncher que lui et stratosphérique, mais sur un parcours aussi difficile. Quand je repense à son Amstel Gold Race 2023, où si Pogacar n'a pas été aidé par les motos, il serait peut-être revenu. Quand je pense à ce qu'il nous a fait là sur l'étape qu'il va gagner sur le Tour de France, Ben Illy, alors que c'est sûr que sur une course par étape, il n'est pas au niveau et en haute montagne, il manque de jus. Mais sur une course comme ça, là, qui serait lancée de loin, moi je pense que ça va être. Il était encore très fort l'année dernière sur le championnat du monde, puisqu'il a longtemps bataillé pour la deuxième place avec Tom Skynes. Moi, je le vois bien être le principal. En tout cas, peut-être pas celui qui finira premier ou deuxième, mais un mec qui va être très, très, très dangereux pour Pogacar. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Ben Illy, Simon. Bah, moi, je suis pas trop convaincu. Alors oui, il lâche jamais rien. Et j'ai quand même l'impression, je sais pas, j'ai le sentiment que ça sera peut-être un peu trop dur. Pas grand-chose, mais un petit peu trop pour accrocher le podium. Top 10, ça m'étonnerait pas. Mais de là à être au niveau de Remco, par exemple, franchement, après la troisième place, on va dire qu'elle est entre guillemets vacante. Sur le papier, on met peut-être tous Remco deuxième. Peut-être troisième, mais vraiment, vraiment au mieux, moi je le vois pas. Je le vois pas en tout cas jouer la gagne ou même le podium. Pour moi, ça serait un peu compliqué. Top 10, top 5, mais pas plus. Matt. T'inquiète pas, je suis dans ta team, Titien. Ben Illy, il fait partie de mes deux wildcards que je mets potentiellement pour un podium s'il y a pas Remco et Pidcock. Ben Illy, la progression est dingue. Sur des efforts comme ça, où il faut juste débrancher le cerveau et faire parler l'endurance, je crois que sur le Tour de France, il nous a suffisamment montré qu'il en était capable. Le D+, il adore ça, il en mange chaque matin comme si c'était des céréales. Il est trop fort sur ce genre de parcours ultra exigeant, ultra difficile. Donc oui, je le vois très très bien performer. Et pourquoi pas jouer le podium. Et bah, c'est une de mes deux wildcards du coup avec moi, Mathias Kelmoseux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il court pas mal quand même depuis son abandon du Tour de France. Il monte doucement en puissance. Et tu parlais du Tour de Luxembourg comme préparation où Ben Illy a brillé. Bah,
Mose, il a aussi brillé avec une victoire d'étape et ça va être un peu l'étendard du Danemark. Et lui aussi, je le vois bien comme une autre wildcard. C'est l'autre gars que je vois potentiellement jouer le podium sur un parcours comme ça. Ça peut super bien lui convenir et il a déjà bien prouvé sur les longues classiques. Donc lui aussi, je le vois comme Ben Illy, pourquoi pas taper à la porte du podium. Ouais, bah, je sais pas ce que t'en penses, Simon, mais moi je suis plutôt d'accord sur Skelmose. Il a toujours prouvé. Il était juste au Pays Basque et puis 2 semaines après, il volait sur l'Amstel, donc gros candidat aussi pour le podium. Ouais, alors, il est un peu irrégulier. Enfin, des fois, il nous surprend en bien ou en mal. Donc, oui, potentiellement, c'est dans un très bon jour, quoi. Ah, disons que peu peuvent dire cette année sur une ligne d'arrivée, j'ai battu Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, quoi. Donc on peut mettre ça à on peut mettre C'est ça à vrai. son crédit parce que franchement, je pense que la photo, il la gardera à vie. Je vous propose qu'on conclue sur cette course homme alors d'abord, je vais vous lancer quelques noms. Vous allez dire si pour vous ce sera un flop ou une réussite sur ces mondiaux et puis on conclura sur l'équipe de France. Est-ce que ça vous va? Ouais, c'est bon. Allez. Oscar Onley, on va le voir ou non, ce sera un flop? C'est pas assez de la haute montagne, je trouve, en fait. Ouais, c'est pas enfin, c'est la même incertitude qu'avec Del Toro. Oscar Only, c'est encore un jeune coureur. On sait pas ce qu'il peut donner sur des courses aussi longues. Et puis, ses derniers résultats sont pas très, très rassurants sur le diptyque au Canada, là. Victor Langelotti. Non, non, comme. Non, 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 faut pas. Ah, il a Ça va fait être sa course compliqué. dans l'année et puis on le voit plus, quoi. C'est ça. C'est un Ça peu va ça, être à peu près ça. Ouais. Victor Langelotti. Binyam Girmay, est-ce qu'il va finir au moins 2 tours de course? Bah, pour montrer le maillot érythréen. Ah, il est J'espère quand même. vraiment venu parce que c'était en Afrique, Il est hein. ambassadeur quand même. Voilà. Oui, mais il est ambassadeur. Il a un vrai poste. Il a un statut. Donc, je pense qu'il va pas trop avoir le choix. Ah, mais est-ce qu'il va pas plutôt faire un tour en mode je fais des coucous à la foule, voilà, je me fais remarquer et puis au bout du 3e tour, je rentre à la maison. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire d'autre finalement? Ouais. Apprendre Il l'échappée veut pas aller matinale. Un plancher, hein. L'équipe d'Érythrée, il y a une belle équipe, hein. Pour un top 15, pourquoi Bah pas, ouais, hein. c'est Oui, c'est ça, à l'avant vrai, du c'est peloton, ils vrai. ont ton maillot. Hein. C'est vrai qu'avec Naom Zeraï, Il y a une ou belle équipe quand même. avec Ouais, ouais. Moulebran, ça peut. Pas même Ouais, Gebre Zabir. ouais, Donc, c'est vrai que finalement, est-ce que Rein Taramae, le seul Estonien, sera dans l'échappée matinale? Bah, oh non. s'il y en a une, oui, pourquoi pas. Ah, il y sera, franchement, qu'est-ce qu'il viendrait faire là sinon? Le mec, il a 50 ans, quoi. C'est vrai. Ah, j'avais oublié qu'il Il a était pas fait encore un coureur chrono en honteux vrai, en hein. plus, hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est encore pas si mal. Un autre mec qui est isolé, Attila Valter, est-ce qu'on va le voir après une année plutôt décevante? Bah, si on l'a pas vu de l'année, pourquoi le Oh, voir ouais, je quand pense il y a plusieurs de l'année, quoi. ouais, je pense quoi. Ah bah Je écoute. pense si déjà on parle de la Hongrie en elle-même, ce sera déjà pas mal. Un coureur que je trouve plutôt endurant, en tout cas quand les courses sont lancées de loin, après je sais pas si ça lui va, vous allez me dire votre avis, Thymen Arensman. Bah, c'est pareil, il est surtout bon dans les longues ascensions, les montées au long cours. C'est limite un peu trop punchy pour lui, j'ai l'impression. Matt, t'es Ouais, pareil? j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal à y croire, surtout que, alors, c'était un peu ma petite wildcard sur le chrono pour voir qu'est-ce qu'il allait donner. Pour moi, il a été assez décevant sur le chrono malgré sa 9e place, donc ça me rassure pas tant que ça sur la course en ligne, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est le seul qui peut tenir la route, hein, puisque l'équipe des Pays-Bas, je crois que je l'ai rarement vu aussi faible sur des championnats du monde, donc Ah ouais. Juan Ayuso, il va briller? J'ai- C'est dur, hein. C'est dur Ayuso parce que quand il est dans un grand jour, il peut être très fort, mais je pense que. il a aucune prépa. Ouais, Il est ouais, en roue pardon. libre, il s'en fout complet, il se fait Il va virer de la péter. Volta, il se barre de son équipe. Moi je pense Il qu'il a rien sera dans là, les hein. jambes. Enfin, Moi je oui, c'est pense soit en fait, soit il est là que et il fait un top 10, c'est soit il est en débranchage complet et il fait c'est 40e et c'est pas. un autre gars Il de a, l'équipe d'Espagne qui sera leader. il a Bah, fait. il a bien une tête d'un mec qui va être dans le groupe pendant très Ah longtemps, et puis à ouais, 20 bornes, il va lâcher et on verra plus du tout. Il a fait, je ouais, trouve, ça, je suis assez d'accord, ouais. il a fait, je trouve, une Vuelta comme quand un peu à la Philippe faisait le Tour de France pour préparer, c'est-à-dire je suis là beaucoup dans les échappées, je vais gagner une ou deux étapes et puis le reste du temps, je suis pas à un niveau incroyable et bam, 2 semaines après, en surcompensation. Alors après, on s'attendra à tout avec Juan Ayuso, mais
Ça lui va bien le circuit quand même, donc et il gagne beaucoup cette année malgré ses déboires en Grand Tour. Donc Marc Hirschi, Bah, non, non, j'y crois pas. Je pense pas parce que en fait le leadership, ça c'est le genre d'équipe où la Suisse on sait pas trop c'est qui le leader en fait parce qu'ils ont trois cartes Marquischi et les deux frères Christon voire potentiellement Mauro Schmidt donc là j'ai aucune idée. Puis Mark Hirschi bon c'est quand c'est pas une point 1 c'est compliqué quand même ces dernières années hein. ouais, c'est vrai que bon, Yann Kristen, à mon avis, ce sera trop long pour lui quand même, hein, il est encore jeune, un peu chien fou. Moi je Par vois bien contre, Mauro Schmidt ouais, plutôt Mauro Schmidt, ouais, mais ça peut. Ah, c'est dur quand même, hein, mais. Et ben sinon, un dernier mec, un mec qui a beaucoup brillé récemment au Canada, qui a fait troisième du Grand Prix de Montréal, Quinn Simon, est-ce que c'est trop dur pour lui ou est-ce qu'il peut être là pour jouer le top 10 comme il a fait l'année dernière, hein? trop dur et je pense que ce sera pas le leader des États-Unis pour moi. Ouais, peut-être un peu dur, mais sur un Pourquoi pas? malentendu, Par contre, lui, sur une échappée, lui, pourquoi pas? C'est le genre ouais, de gars qui prend l'échappée. qui part avant, ouais. Tu vois qui en leader des États-Unis, puisque là, entre, Pour moi, je entre pense que Sheffield, vis-à-vis du Vermark, parcours, ouais, bah Sheffield et pourquoi pas, ouais, il y a Will Barta, pourquoi pas, mais Ouais, ah, moi je vois Simon, plus Magnus possibilité. Sheffield en fait. Ok, Mais c'est ok. faible, hein. C'est faiblard, hein. Ouais, c'est quand Pourquoi même pas pas Magnus fou. Sheffield? Alors les gars, je vous Ah bah de propose. toute façon, il faut le dire, hein, la start list des championnats du monde de cette année, je crois qu'il y a chaque année un indice de score de quality, enfin de qualité, et je crois que c'est le plus faible des 10 ou 15 dernières années là. Ouais, bah on pourra en discuter d'ailleurs quand on fera la preview des championnats d'Europe, mais est-ce que c'est faire des championnats d'Europe qui ont exactement le même profil que des championnats du monde une semaine après, est-ce que c'est l'idée du siècle ou pas? D'autant plus que en plus de ça, on perd des coureurs vu que c'est au Rwanda, etc. Quand on entend des Jonathan Narvaez ou Brandon McNulty dire je vais pas au championnat du monde parce que c'est pas pour moi, ouais, bon, voilà. On a vu ce qu'il faisait Alors Narvaez. Narvaez, c'est une autre histoire. Oui, Narvaez, c'est parce qu'il c'est déteste vrai. Richard Carapace. C'est vrai. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question sur Carapace. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous fait toujours des petites dingueries, lui qui est champion olympique sur un parcours difficile, faut le rappeler, à Ouais, depuis Tokyo. trop. Ouais, c'est. Et ben moi, je dis Carapace, il va pourquoi essayer pas, de hein. suivre Pogacar et il va Ah, exploser. Mm. ah. Enfin, non. Bah, et il a quand même pas fait la Volta pour se préparer au championnat du monde, selon ses dires. Donc, Ah, ça c'est selon ses on dires. attend le Après, tournant. Ouais, On attend le c'est ça. tournant. Mais pour moi, Carapace, c'est le Ben O'Connor d'Amérique du Sud, hein. C'est le mec qui suit à tout prix les meilleurs et qui se fait sauter le caisson. Donc pour moi, Carapace, ça va être exactement ça. Il va essayer de suivre Ouais. la première mine de Pogacar et allez, bravo pour ta 9e place. On est très content. ouais. Bon alors Mais les gars, je vous assez fais surpris que tu la. n'as pas parlé de l'équipe d'Australie. Alors, je sais pas si Ah bah Michael Matthews, mais il y non, aurait mais quelques Michael noms. Matthews, il a aucune chance. Après, Jevine. ouais, Jevine. Non Jevine, mais pourquoi Jevine, pas? il va tomber à un moment. Enfin, lui sur un Ah, contre-la-montre, c'est pas technique, non? sur Oui, c'est vrai. ouais, sur un contre-la-montre, il est tout seul. Donc ça, non, Jevine. Ah, franchement. Ah, Il y a ce une serait grosse une grosse équipe en surprise quand Australie, même, hein. hein. Oui. Jevine, du Jay Hindley aussi qui sort quand même d'une sacrée Volta. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, est-ce qu'il y a un seul de ces coureurs qui, tu vois, Callum Scottson qui a enchaîné deux grands tours, Storer qui a enchaîné deux grands tours dans l'année. Ouais, peut-être que Jevine est Bon, la Storer meilleure carte, physiquement, il est hein. au fond du trou là, mais Mais après il sort d'une belle victoire. Enfin, il sort de. Enfin, physiquement, tu sens que c'est dur parce qu'un jour sur deux, là, les classiques italiennes, c'est soit il est mort, soit il gagne. Donc, après, même sur un circuit comme ça, je suis sûr que Michael Matthews est capable d'aller faire top 20, tu vois. Il est tellement toujours là. Ils l'ont pas amené pour rien quand même, parce que quand je l'ai vu sur la start list, je me suis dit, mais je me dis, on sait jamais, tu vois, une course en circuit comme ça, même si c'est difficile, avec son problème cardiaque, là, il a pas couru pendant 3 mois, il est frais. Vous savez quoi, c'est ma cote, un petit top 15 de Michael Matthews. Voilà, je sais que c'est très risqué, vu la difficulté du circuit, mais on sait jamais avec l'Australien. Je prendrai pas le pari, Ouais, bah, c'est mon côté un mais peu foufou, ça. moi, Euh, j'ai une ah, haute cote, c'est il y aura un coureur africain dans le top 10. Voilà. oh, Bon, de toute façon, ça peut que et être t'as un nom? érythréen ah, pour moi, mais. Ouais, ça serait bah, beau. Ça serait beau. Et ben moi, alors, dans l'équipe d'Érythrée, ah, je quand vais même, prendre putain. Nathalie Tetsfacion. Ok, wow. Wow, ce serait une Je pense que je énorme vais prendre cote. lui. Alors là, Ouais. ce serait Bah une pourquoi cote. pas? Bah, Pourquoi pas, hein, de toute façon, mais il y aura un gars d'Érythrée pour moi dans le top 10. Voilà, je dis ok. Tetsfacion comme ça, mais pour moi, ils ont tous des profils plus ou moins similaires, sauf Zeray qui est un pur grimpeur, mais
Très bien. Et bah les gars, écoutez, Moyennement. je vous propose maintenant qu'on se parle un petit peu de l'équipe de France pour conclure cette course homme avant de parler des femmes. Alors je vous redonne la liste de l'équipe de France, hein. Julien Alaphilippe, Louis Barré, Julien Bernard, Jordan Gega, qui a terminé beau deuxième là d'une étape sur le Tour du Luxembourg, Valentin Madouas, habitué des championnats du monde, Valentin Paré-Pinte, le grimpeur, Paul Sexas, un 18 ans qui sera déjà là, un petit peu en remplaçant de Kevin Vauquelin sur cette course, lui qui a fait le contre-la-montre, et puis Pavel Sivakov, bah, un habitué de ces courses. Quand vous voyez cette équipe de France, est-ce que vous dites qu'on a une chance de faire quelque chose sur cette course, ou non, pour vous, on va être acteur, et puis à un moment, quand la course va durcir, on va disparaître? J'ai une vision d'avenir d'Alaphilippe qui attaque et qui explose à 70 km d'arrivée. Oui, On bon, n'a plus aucun ça c'est coureur déjà français acté, dans les 20 mais... premiers. Voilà. Et on n'aura plus aucun coureur grâce à son attaque dans les 20 premiers. Et la France fera encore des championnats du monde anonymes. Ça, c'est à peu près Ah, ce on a que une je belle équipe après, visualise. assez dense quand même si on a personne pour aller gagner ou faire podium, logiquement. Là, tu sais ce qu'on dit, bon partout mais excellent nulle part. Bah, c'est ce qui résume l'équipe de France. On a des bons coureurs, mais il n'y en a aucun qui est excellent sur un parcours comme ça pour moi. Pourtant, il y a des bons coureurs. Moi, si je misais sur un gars, j'aimerais bien miser sur Jordan Jegat, mais sur un parcours comme ça, Jegat, c'est quoi? C'est 15e nom qui me vient en tête, quoi. Donc, Ouais, en fait, c'est un peu compliqué. c'était un parcours pour Paul Sexas, mais dans 3-4 ans, quoi. Ouais. Donc, mais ouais, là, à mon avis, je suis même pas sûr qu'on fasse top 20, quoi. Oh, Vraiment, quand même, Sivakov, ouais, non? je, je sais pas. Il a Sivakov, quand même pas ultra mal costaud au bossé, Canada, Sivakov. hein. Oh, Ouais, ouais, Sivakov ouais. en meilleur représentant, c'est. Ah Un peu bah dur, oui, quoi. non mais après voilà, mais Waouh. moi j'y crois pour un top 10 de Sivakov. Les autres, Top 10, ah peut-être ouais. Gégat pour aller te faire top 15. Ah, Bon top 10 après. de Sivakov. Ah moi j'y crois, hein. Ah, il est quand même hyper costaud, Euh, il a eu Et une la cote phase de de trou l'Érythrée dans le de... top 10 est plus probable. Ah ouais? Non! Ah Sivakov Ah, je suis assez d'accord avec Simon. Non, arrêtez. Sivakov, l'année dernière, il doit faire quoi? C'était peut-être le 3-4e plus fort du Tour de Lombardie, hein, quand il lance Pogacar. Derrière, Pogacar était parti. Sivakov, il est encore hyper fort, là, juste derrière Remco et deux, trois autres. Il était... Non, pour moi, Sivakov, sur les courses d'un jour, il a vraiment du potentiel. Cette année, malheureusement, il a été en méforme pendant une grande partie de l'année, mais Québec, il finit deuxième à juste quelques mètres de Julien Alaphilippe. Montréal, c'est lui qui fait tout exploser. Tout le monde était pendu dans sa roue. Je pense vraiment que sur une course qui se lance de loin, parce que c'est clair qu'il a pas de punch, moi je pense qu'il peut faire. Alors évidemment, au top 5, ça paraît quand même fou, mais moi, un top 10 de Sivakov, je vais aller dessus. Donc tu penses que Vauclair va le mettre en leader dès le début, tout ça? Oh non, bah, je sais pas, mais pour moi, ça va être un des mecs qui va être protégé avec sûrement Jordan Ouais. Jegat et puis c'est tout en fait, parce que les autres, franchement, et tous Ouais, les mecs Julien comme Philippe, on sait Alaphilippe, jamais. Louis Barré, Madouas, pour moi, il faut qu'ils aillent dans les coups à partir du Mont Kigali en fait. C'est même Valentin Paré-Pinte, c'est des coureurs qui vont plutôt servir, voilà, à accélérer comme ça. Sexas et puis Julien Bernard, ils auront plutôt le rôle de protéger les leaders. Mais ouais, pour moi, je vois vraiment Jordan Jegat et Pavel Sivakov sur la forme du moment, être les deux coureurs en tout cas les plus protégés, même si comme dit Thomas Vauclair, il n'y a pas de leader absolu. Mais en tout cas, c'est pas les deux pour moi qui vont bouger le plus tôt. Je vois vraiment des mecs qui vont se faire péter la caisse comme à la Philippe Barré ou Paré Peintre et qu'on reverra plus. Madouas va faire sa course tout seul de son côté, il fera qu'à 25e et puis voilà, non? Euh, Madouas, en vrai. Alors, je vais me Mhm. faire l'avocat Oh, du diable oh parce là que là. Mhm. je lui mets que des balles depuis le début de saison. Même depuis les dernières, je suis très difficile avec Madouas. Mais sur un parcours comme ça, en vrai, pourquoi pas Valentin Madouas, il y a un monde où il fait quelque chose. Parce que, alors, si on prend ses résultats chiffrés sur les dernières courses, c'est vrai que c'est pas impressionnant. Je pense notamment à la Bretagne Classique où il fait 67e, mais c'est lui le grand animateur de la course dans le final Oh, c'est pas le avec même Louis profil, Barré, hein. avec Brandon Manotti. Ouais, c'est pas le même profil. Mais bon, sur un parcours comme ça, je me dis, Madouas, bon, 270 km avec des pavés, est-ce qu'il peut être réanimé comme sur les Jeux Olympiques? Pourquoi pas, au bon souvenir. Ouais. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le 4x4, hein, donc pourquoi pas se réveiller? De toute façon, il faut espérer en chacun des coureurs, ou alors que Julien Lafilippe bah, ne débranche pas son cerveau à 70 km de l'arrivée, et là pourquoi pas, on aura quelque chose, mais c'est un peu compliqué de sortir
un nom quand même. Parce que ouais, on a des absences aussi qui nous font très mal dans l'équipe, donc ça aide pas. Ouais, des absences qui sont aussi dues au fait que, voilà, je pense qu'on a un championnat d'Europe une semaine après chez nous en France, qu'on aura sûrement dans notre équipe Oui. un des grands favoris et que du coup, bah voilà, c'est logique qu'on préserve ça là sur ce mondial quand t'as peu de chances de gagner. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la course femme parce qu'on a déjà pas mal avancé en termes de temps. Simon, tu nous as fait le parcours de la course homme. J'ai l'impression que le parcours de la course femme, c'est à peu près le même, sauf qu'il n'y a pas le Mont Kigali au milieu et qu'il est beaucoup plus court puisqu'on va être sur 160 km. Mais c'est un parcours qui reste très difficile puisque c'est le même circuit que chez les hommes. Et puis surtout, 160 km pour les femmes avec une distance comme ça, c'est quand même une sacrée distance qu'on n'a pas l'habitude de retrouver souvent chez les femmes avec autant de dénivelé. Ouais, c'est ça. En fait, ça va être le même parcours que la première et troisième partie chez les hommes. Donc, c'est-à-dire avec la côte du Kigali Golf, donc 800 mètres à 8,1%, et celle de Kimi Urura, 1,3 km à 6,3%. Donc, sur un circuit qui sera effectué 11 fois. Donc, ça fait quand même 22 ascensions au total sur 165 km, 3350 mètres de dénivelé positif. Donc on est quand même sur des grosses difficultés pour du cyclisme féminin où les étapes sont souvent quand même moins longues et assez rarement aussi difficiles, on va dire. Matt, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est là, pour le coup, on est sur un vrai Tour des Flandres là. Donc, ouais, le parcours il est super difficile, mais je trouve qu'il est, du coup, sans ce Mont Kigali et ce mur en haut du Mont Kigali, le parcours est moins sélectif et beaucoup plus ouverte pour les puncheuses. Donc, je pense que la course va être un petit peu plus décousue et enfin, ce sera radicalement différent de la course élite homme. Donc, ça va être super intéressant à suivre de mon point de vue. Ouais, c'est ça, une course qui va être plus ouverte, mais qui reste quand même malgré tout difficile. Alors, on va mettre les pieds dans le plat et on va regarder la start list rapidement. Autant chez les hommes, faire un énorme résultat, faire un podium, ce serait un miracle. Autant chez les femmes, clairement là, on a quand même peut-être la plus grosse équipe de ces mondiaux avec une des, si ce n'est la favorite, Pauline Ferrand-Prévot. Et quand tu as des équipiers derrière qui sont Cédrine Kierbauer, qui sont Juliette Labousse ou la championne de France Marie Lenette, on n'a pas le droit de se louper sur ces mondiaux. Est-ce que pour toi, Simon, Pauline Ferrand-Prévot, elle peut, après ce qu'elle a montré à la fois sur Paris-Roubaix et sur un profil trop différent comme le Tour de France, est-ce que c'est la vraie grande favorite de ces mondiaux? Ah, c'est son année à Pauline Ferrand-Prévot. Là, symboliquement, ça serait beau qu'elle l'achève Ah, ce en serait devenant incroyable, championne hein. du monde. Ce serait une Bah triplette. ouais, enfin, Oh, Ce serait ça une des serait plus grandes années hommes-femmes confondues là. ah ouais, ce ah, serait mais fou. ouais, c'est ça. C'est à niveau d'un Pogacar, quoi, limite. Donc, oui, je pense qu'elle est la grande favorite déjà parce que bon, on n'a pas trop d'indications sur sa forme récente, elle n'a pas fait de grosses courses. Mais bah, mine de rien, elle aura la pancarte parce qu'elle a juste explosé tout le monde sur le Tour de France. Et déjà, rien que l'avantage psychologique qu'elle aura sur la plupart de ses adversaires, je pense que ça en est pour beaucoup. Et puis, comme tu l'as dit, hein, l'équipe autour est complètement folle. Hein. Bon, bah, tu l'as dit, il y a Carbaol, Labous, il y a Evita Music, il y a Maëva Skiban aussi. Enfin, c'est que des grimpeuses hyper costauds. Donc là, on va pouvoir avoir une course, en fait, presque, j'ai envie de dire, classique, comme une étape de montagne sur un grand tour où l'équipe de France, bah, ça va faire rouleau compresseur. Ça va empêcher les offensives de loin. Ça va empêcher les autres favorites peut-être d'attaquer trop tôt. Et en fait, derrière, il y aura une explication où Pauline, une fois qu'il n'y aura plus d'équipière, bah, elle va lâcher son attaque. Et franchement, je ne vois pas grand monde pouvoir la suivre, d'autant que, bon, on va en parler après, mais j'ai l'impression que ses principaux outsiders sont pas non plus dans les meilleures conditions au moment d'arriver dans ces mondiaux. Ouais. M- Matt, toi, tu penses qu'avec cette équipe de France-là, il faut adopter quelle stratégie? Celle du rouleau compresseur dont parle Simon, ou plutôt une stratégie de harcèlement? On a des filles de très très haut niveau, on va faire mal aux autres favorites en les lançant les unes après les autres. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec cette équipe de France sous les mains? Bah, moi, si j'étais Paul Brousse, j'appellerais Thomas Vauclair et je demanderais de comment il a fait pour appliquer les stratégies de Imola 2020 et de Louvain 2021. C'est exactement ça que je veux voir de l'équipe de France. J'avoue que jusqu'à il y a quelques jours, Pauline Ferrand-Prévot n'était pas ma favorite numéro un.
Pour moi, c'était Kim Lecourt, ma favorite numéro un. Le problème, c'est que elle a eu quelques petits soucis sur la Bretagne Classique qui l'ont contraint à l'abandon. Je ne sais plus si elle chute ou si c'est à cause des. Je crois qu'elle est prise dans une chute et elle est obligée d'abandonner sous le déluge. Du coup, ça m'a fait changer un petit peu mes plans. Mais par contre, ouais, si je suis l'équipe de France, mais il y a je crois qu'on se rend pas assez compte de l'équipe de dingue qu'on vient Ah, c'est d'aligner. une folie, Pauline Ferrand-Prévot qui est dans l'année de sa vie. Cédrine Carbol, bon, il n'y a plus besoin de la présenter, mais sur les classiques, elle sort d'une 4e place, elle a fait 4e de Liège. Juliette Labousse, je crois qu'on n'a plus besoin de la présenter également. Marie Lenette, tu l'as dit, championne de France. Evita Music qui avait tapé Demi Vollering sur une arrivée au sommet de la Volta il y a 2 ans maintenant. Maëva Skiban, double vainqueur d'étape sur le Tour de France. Léa Curigné, qui est une grande espoir de l'FDJ. On a une équipe de fous furieux. Il faut absolument bombarder ces championnats du monde parce que tu as souligné l'armada de l'équipe de France. Je trouve que ça va être un 1v1 avec une autre armada. Et je me permets de faire le pont, c'est avec celle des Pays-Bas qui, elle aussi, aligne une équipe de fous furieux. Donc je pense que pour moi, il va falloir les harceler tout le temps et ne pas laisser de répit aux coureuses puncheuses qui pourraient attendre le final pour se la jouer au sprint par exemple. Ouais, tout à fait. Alors justement, bah, tu parles de ces Pays-Bas, ils viennent quand même avec Demi Vollering. Demi Vollering qui est jusqu'à cette année était un petit peu la reine, en tout cas des courses difficiles. Même si cette année, elle réalise encore une grosse saison en remportant notamment la Vuelta et beaucoup de courses par étape. Demi Vollering, c'est pas une fille qui non plus domine les classiques, même si sur les Strade Bianche, elle était très très forte. Et surtout, là, on attendait forte sur le contre-la-montre, hein. Elle était pas loin de la victoire l'an dernier. Cette année, elle a plutôt déçu, on va pas se le cacher, sur un parcours qui était quand même assez taillé pour elle. Est-ce que tu parlais de Kim Lecourt qui était un peu diminué? Est-ce que justement Vollering, on y croit encore pour aller battre Pauline Ferrand-Prévot ou est-ce que même dans son équipe, c'est pas forcément la numéro un? Euh, je- le truc, c'est qu'avec les Pays-Bas, on sait jamais c'est qui les numéros 1 parce que chez les filles, c'est les spécialistes des cascades en folie, hein. Elles nous avaient offert quand même la plus grande prouesse, la plus grande mascarade de l'histoire au JO de Tokyo en U21. Donc c'est ça le problème, c'est que dès que les Pays-Bas alignent une armada, on sait jamais c'est qui la leaduse. Ouais, compliqué Vollering. Je pense que ça peut peut-être se faire à la pédale dans cette équipe parce qu'il y a quand même, alors je sais pas quel sera son niveau, mais elle fait un bon chrono, Van der Breggen. Là pour le coup, on parlait d'inexpérience pour Del Toro et Only. Van der Breggen pour le coup, là on y est. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être un duo Vollering-Van der Breggen. C'est comme ça que je le vois. Si voilà, les consignes sont claires dès le début et qu'on dit ce sont les deux leaders, les autres, vous bossez, ça peut faire quelque chose, enfin ça peut faire mal. Après, Vollering, moi je ne l'ai pas trouvé très impressionnante cette année. Et si Ferrand-Prévot est au même niveau que sur Paris-Roubaix ou que sur le Tour de France, même une bonne Demi Vollering, ça suffira pas. Il faudra qu'elle soit à son top aussi. Donc ça sera une équipe évidemment à surveiller. Je pense que s'il y a une Néerlandaise qui attaque, il faut qu'il y ait une Française qui suive. Mais en tout cas, s'il y a un contre un, pour moi, c'est la France qui gagne. Ouais, tout à fait. Et puis bah après, il y a des filles qu'on va voir. Moi, il y a une fille que j'attends quand même beaucoup, c'est celle qui vient de gagner contre la montre, c'est Marlène Reusser. Bon, qui a eu un petit passage difficile entre la fin du Giro et le Tour de France, qui a abandonné dès la première étape du Tour. Là, elle a montré sur le chrono qu'elle était revenue à un excellent niveau. Marlène Reusser, cette année, elle était vraiment pas loin du niveau de Demi Vollering en montagne. Elle la bat même, je crois, sur le. C'est quoi le Tour de Suisse ou une course comme ça. Reusser, ça peut faire le doublé ou ça va être un chouïa trop dur pour elle? Ça aurait été l'année dernière, oui, j'aurais dit que c'était trop dur, mais cette année, elle a prouvé tellement de choses sur à peu près tous les parcours. Malène Reusser, c'est devenu une espèce de coureuse ultime cette année qui est forte en classique. C'est la meilleure rouleuse désormais de la planète et d'assez loin quand même. C'est devenu une excellente grimpeuse. Tu parlais à juste titre du Tour de Suisse. Sur la dernière étape du Tour de Suisse, elle avait mis une sacrée volée à Nievadoma et Vollering. Et sur le Giro d'Italie, elle avait été absolument impressionnante. Donc, elle est clairement pas sous-estimée. Et c'est justement là qu'il va falloir faire gaffe pour l'équipe de France, ne pas trop se focus
sur les Pays-Bas parce que la Suisse, il y a quand même un sacré duo Marlene Reusser et Elise Chabet, quoi. Ouais, Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, vas-y vas-y, Simon. tiens. Bah, là où chez les hommes, j'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse hiérarchie. Chez les femmes, pour moi, la course est vraiment plus ouverte. Alors, même si sur le papier, tu as peut-être Ferrand Prévot, Vollering qui sont un peu au-dessus, mais derrière, t'as Reusser, t'as Nivadoma qu'on peut jamais exclure, Longo Borghini qu'on peut jamais exclure, Reusser. En fait, t'as beaucoup de noms différents qui peuvent aller faire podium. Je le pense derrière Ferrand Prévot et Vollering. Je pense quand même que Reusser est un chouïa en dessous. Mais pour le coup, je pense qu'elle sera beaucoup plus intéressante, cette course féminine, parce que le niveau est beaucoup plus homogène et le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'informations sur les états de forme des unes et des autres, ça rend voilà, la course, on va dire, à suspense. Eh bah écoutez les gars, je vous propose de chacun me donner votre podium pour cette course, à commencer par toi Matt. Alors, premier, je vais dire Pauline Ferrand-Prévot. Deuxième, je vais dire Kim Lecourte. Et un peu compliqué de me décider. Mais troisième, je vais dire Anna van der Breggen. Ok, Simon. Ferrand Prévot, Demi Vollering, et en troisième, je vais mettre Nievadoma. Bah pour moi, ce sera victoire aussi de PFP, mais devant Longo Borghini, qui, il faut le rappeler quand même, jusqu'au Tour des Flandres, était impérial en début de saison. Je la vois bien retrouver un gros truc, enfin refaire un gros truc sur ces mondiaux, et puis Demi Vollering en troisième position. Bah écoutez, on verra ça ce samedi, puisque n'oubliez pas que ce sera la veille de la course homme. Bah écoutez, pour finir, je vais laisser notre scout habituel chez Radio Fringale, Matt, nous faire une présentation un petit peu alors très très rapide, hein, des favoris des courses espoir et puis junior, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Matt, qui est-ce qui va briller sur ces courses et qu'on devrait revoir à la suite briller chez les élites plus dans quelques années? On va commencer rapidement avec la catégorie U23 femmes, hein, qui est toute nouvelle de manière officielle. Il y a un nom qui se détache clairement parmi tout le reste sur ce parcours-là, c'est Kat Ferguson, dont on entend parler depuis quand même depuis le début de saison, qui est la championne du monde junior en titre et qui sur un parcours comme ça, si elle résiste à toutes les attaques avec l'équipe de Fou Fury alignée par la Grande-Bretagne, normalement fait office de favori numéro 1. Bah, chez les filles, on a du côté de l'équipe de France, on a quand même Marion Bunel, hein, qu'il faudra pas exclure. On arrive avec quand même une grosse équipe, hein, parce qu'il y a aussi Célia Géry. Pour moi, ça peut être la grosse chance de médaille d'or si Marion Bunel n'est pas forcément en forme. Du côté du Canada, il y aura Isabelle Holmgren qu'on a vu briller sur le Tour de l'Avenir, qui l'a remporté. Du côté de la Belgique, on a Fleur Mours, que je ne cesse d'encenser, mais qui pour moi est la plus grosse chance aussi de médaille du côté de la Belgique. Donc il y a ce petit quatuor-là qui se détache. Et puis du côté de l'Espagne, on a Paola Blasi, qu'on avait vu briller, hein, sur le Tour de Romandie, qui avait été un peu en méforme sur le Tour de l'Avenir, qui n'a pas fait un chrono exceptionnel là, ce matin. Donc ce lundi matin, mais on verra. Et puis ma petite grosse cote, parce que c'est une coureuse que j'adore, c'est Victoria Schladonova, qui pareil sort des rangs juniors, qui est une espèce de grimpeuse de poche. Mais on le sait, dans les courses et sports juniors, bah, ça peut exploser de partout, donc pourquoi pas. Du côté des U23 hommes, comment ne pas mentionner Jarno Vidar sur un parcours comme ça, où il faut absolument tout faire péter, type Tour des Flandres, type Liège-Bastogne-Liège. Pour moi, c'est mon favori numéro 1. Sinon, pour moi, ce sera une course de gros moteurs chez les U23 hommes. Donc, Jakob Söderqvist, hein, qui vient d'être titré sur l'épreuve chronométrée. Chez les garçons, on a Maxime Decomble, qui pour moi est un futur très très grand puncher rouleur. Après, voilà, c'est plus des petites cotes, mais l'Italie arrive avec une énorme équipe articulée autour de Lorenzo Fine et Simone Gualdi. Donc ça, il faudra voir, mais les deux se complètent très très bien et je pense que ça peut faire des gros dégâts. Du côté de l'Allemagne, je pense qu'il faut garder un petit œil sur Paul Fitzke,
Donc voilà. Après, je trouve que cette année, il y a beaucoup de densité chez les U23 parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui arrivent des juniors. Donc pêle-mêle, on peut citer aussi du Hector Alvarez, du Adrià Pericas pour l'Espagne et pourquoi pas un petit Erasem Valjavec du côté de la Slovénie. Et bon, si on passe chez les plus jeunes encore, chez les garçons, chez les U19, il y a une grosse cote pour moi du côté de l'équipe de France. C'est Johan Blanc qui est bon, il est encore un petit peu méconnu évidemment. C'est un petit protégé de la Conti, enfin futur Conti Groupama FDJ, qui est un espèce de puncher sprinter trop fort qui passe absolument sur tous les terrains. Donc ça, j'en attends beaucoup du côté de l'équipe de France de ce petit gars-là. Sinon, du côté de la Belgique, on a une énorme équipe. Là encore, hein, la Belgique qui est habituée à nous envoyer des armadas de juniors. Il y a le petit Edouard Kless qui clairement sort du lot avec Thor Mirkelsen. Donc pourquoi pas, sachant que les Belges, hein, chez les juniors, à l'heure où on parle, il n'y a pas eu encore l'épreuve chronométrie chez les juniors, mais ils sont aussi grandement favoris avec Sevan Kerkov. Donc pourquoi pas avoir de ce côté-là. La République tchèque, il y a Philippe Novak qu'il faudra absolument suivre. L'Allemagne a aussi un très très gros nom qui ressemble au niveau du profil à Johan Blanc, c'est Karl Herzog que j'ai noté. La Grande-Bretagne, pourquoi pas avec Dylan Sage. Donc voilà pour ça. Sinon après il y a des petits outsiders. Gert Tjumins du côté de la Lettonie, Michiel Mouris du côté des Pays-Bas, pourquoi pas à suivre. Et puis évidemment Benjamin Noval qui est une énorme pépite espagnole mais qui est plus un coureur de classement général. Donc ça me semble un petit peu compliqué sur ce type de parcours-là. Et alors du côté des filles chez les juniors, c'est très hétérogène, hein. Il y a très très peu de coureuses en fait qui sont déjà semi-professionnelles, professionnelles. Donc moi je vais donner quelques noms qui pour moi sortent du lot. On aura Sydney Svirenga du côté du Canada, Paula Hostis du côté de l'Espagne, Erin Bosman du côté de la Grande-Bretagne qui pour moi est ma grande favorite. Après sinon on aura Nive Parslow, Oda Gissinger et puis Roos Muller pour les Pays-Bas. Mais chez les juniors, ce sera des coureurs des courses en tout cas chez les filles et les garçons qui pourront être intéressantes à suivre parce qu'on le sait, c'est toujours un joyeux foutoir. Et puis il faut suivre l'équipe de France parce qu'on le sait, ces dernières années, on réussit plutôt pas mal dans les catégories jeunes. Voilà pour mon petit tour d'horizon. Il y a pas mal de noms que j'ai donnés et j'espère ne pas me tromper sur mon scouting. Eh ben merci beaucoup Matt, c'est toujours effectivement donc tu nous as fait un panorama complet de ces courses et effectivement alors on n'a pas souvent l'habitude de regarder à la télé dans l'année des courses avec des coureuses et des coureurs aussi jeunes, notamment les juniors, mais là c'est l'avantage des championnats du monde et notamment cette année puisque chez les femmes il y a enfin une catégorie, il y a une course espoir par exemple en tant que telle, alors que les femmes normalement l'année dernière étaient, si je dis pas de bêtises, en espoir avec les hommes, puisque je me souviens que c'était un duel entre Nick Tout à fait. Bradbury et je sais plus qui l'avait battu là, mais Niedermayer, ouais, ouais, peut-être. je sais plus. Mais bref, donc cette année, voilà, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, à chaque fois il y a une course junior, espoir ou élite. Et j'en profite du coup, on va conclure cette émission si ça vous va, en juste redonnant le programme à partir de jeudi. Donc là aujourd'hui, quand on sort ce podcast, on est le mardi. Demain c'est mercredi, il y aura du coup le relais mixte. Regardez si vous avez le temps, c'est toujours sympa le relais mixte. Et puis donc ces courses en ligne démarreront dès jeudi, avec jeudi donc la course en ligne U23 femmes, ce sera l'après-midi, dans l'après-midi. Ensuite le vendredi on aura deux courses hommes, la course en ligne junior qui aura lieu le matin, et puis la course en ligne U23 donc espoir qui aura lieu vendredi après-midi. Samedi ce sera les juniors femmes et la course élite femme. Donc la course élite femme départ à partir de midi et arrivée environ vers 16h, 16h30. Et puis le jubilé avec le rendez-vous que vraiment tout le monde attend. La course en ligne élite homme le dimanche. Dès que ce sera en direct, si vous avez Eurosport Max, vous pourrez tout regarder. Ce sera à partir de 9h45 le matin. Une arrivée prévue aux alentours de 17h. Voilà le programme complet de ces mondiaux de Kigali. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était encore très très chouette. Est-ce que vous avez un petit mot chacun pour conclure? Suivez nos équipes de France, c'est très important. Voilà. En plus, on Alors, a déjà une médaille à l'heure où on enregistre. Donc, C'est on vrai. continue sur cette lancée et allez toutes nos équipes, toutes nos catégories. Faites-nous rêver et on a confiance en vous, en nos deux sélectionneurs.
Surtout qu'on a plus de chances de gagner dans les catégories inférieures, chez les hommes en tout cas, que chez les élites. Donc regardez toutes les C'est courses. clair. Vous verrez quand Julien Bernard lèvera les bras dimanche. Ah là là, faut pas le dire trop tôt, les gars. Non, bah voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça permet de nous référencer, d'être visible pour toujours plus de monde. Ça nous fait plaisir. Évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à Radio Fringale. Hein. Si vous êtes fan de cyclisme, ce serait quand même dommage de ne pas être abonné à notre belle chaîne. Et puis évidemment, nous, si on fait ça, c'est pour partager tout ça avec vous. Donc, n'hésitez pas en commentaire, dites-nous qui va gagner chacune des épreuves. Est-ce que Tadej Pogacar est vraiment invincible et que ça sert à rien d'organiser la course? Est-ce que Tadej Pogacar peut être battu? Qui va briller? Est-ce que Pauline Ferrand-Prévot va réaliser le triplé après Roubaix et le Tour de France? Voilà, partagez-nous tout ça en commentaire. Et puis, surtout, n'hésitez pas également à bien vous alimenter si vous allez rouler parce que en ces temps d'automne qui arrivent, la fringale guette. Allez, bisous tout le monde et ciao ciao! Salut tout le monde. Ciao tout le monde.